Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler détecteur de métaux, ce qu'il faut savoir. Alors, c'est des vidéos qui vont être en plusieurs épisodes, je ne sais pas combien il va y en avoir. On va nommer celle-ci 1. Sachez toutefois que sur ma chaîne, vous avez des playlists. Donc vous avez une playlist pour la pêche, une playlist pour le rechargement, une playlist pour la chasse, et ainsi de suite. J'ai créé une nouvelle playlist, prospection et détection, quelque chose comme ça, ou détection et prospection. Pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo, c'est celle du pinpointer. Bien sûr, toutes celles-ci seront dans cette playlist-là. Elles ne seront pas forcément dans l'ordre, il y aura peut-être des vidéos qui seront intercalées entre. J'essaierai de les mettre toutes les unes à la suite des autres. Alors, je vais vous faire ça sur tableau. Ça va peut-être paraître un peu barbant, un peu professoral, on va dire. Mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour vous expliquer au mieux comment fonctionne un détecteur. Et bien sûr, ça va vous permettre de trouver plus. À partir du moment où vous allez savoir le pourquoi du comment, vous allez pouvoir interpréter vos signaux et vous allez pouvoir augmenter votre rendement. Donc, c'est pas juste pour l'explication qu'il faut regarder ces vidéos-là, c'est pour trouver plus et savoir interpréter pourquoi vous avez tel signal ou tel signal et creuser des signaux que vous ne creusiez pas à l'époque et en délaisser d'autres, par exemple. Et puis aussi, on parlera des bons coins, enfin, de tout un tas de choses. Ça va être très varié. Je n'ai rien préparé, je fais tout à l'arrache. Alors, pardonnez-moi. Je pense qu'ici, vous devez avoir un carré brillant. Malheureusement, je n'arrive pas à l'enlever. Plus je mets d'éclairage, plus il y en a. Donc, j'ai essayé de mettre un éclairage minimum. Et puis, on va essayer de faire avec. J'essaierai de ne pas écrire dans la partie brillante. Alors, le détecteur de métaux. Il faut savoir que c'est pas d'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui nous avons un nombre de marques relativement restreint sur le marché, mais qu'à une époque, on avait plus de 100 marques. Plus de 100 marques. À partir des années 70-80, vous aviez un nombre de marques incalculable, avec des séries et des modèles énormes. Énormes. Par exemple, White, ils ont fait je ne sais combien d'appareils depuis très longtemps. Ils ont une série d'appareils, c'était énorme. D'ailleurs, vous avez un site sur Internet qui s'appelle Détecteur de métaux vintage. Tout ce que je vous dis là, je vous mettrai les liens dans la description. Je vais aussi parler de certaines choses où vous aurez des vidéos explicatives de boutiques ou autres que je vous conseille vivement de regarder au fur et à mesure de mes explications et vous allez comprendre les tests qui vont être faits et vous allez comprendre ce que je vous explique. Et ces vidéos-là, je vais bien les choisir pour expliquer de visu avec des tests sur le terrain ce qui se passe exactement. Donc, on va commencer par le fonctionnement général d'un appareil. Alors, un détecteur de métal, quel qu'il soit. Alors d'abord, il en existe plusieurs types. Voilà. On va commencer par les différents types de détecteurs. Alors, vous avez des appareils que nous appelons des PI. Bon, allez, celui-là, il ne marche pas. Allez, on va essayer en vert, voir. Ils ont froid. PI, c'est quoi? C'est Pulse Induction. Nous y reviendrons. Ensuite, vous avez les appareils VLF. C'est des Very Low Frequency. Très basse fréquence. Dans ces appareils basse fréquence, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez différents modèles. On va même en mettre 3, tiens. Vous avez des vieux appareils
qui sont généralement des appareils statiques. Statique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de bouger le disque pour avoir un son. Si on reste sur la cible, le son reste continu. Vous avez des appareils qui sont mixtes, qui sont capables de faire et du statique et du dynamique. Les appareils dynamiques, c'est la majorité des appareils aujourd'hui, ce sont des appareils où il faut un mouvement, et quand vous passez au-dessus de la cible, vous avez un son. Mais si vous revenez sur la cible sans bouger, vous n'avez plus de son. Ça, ce sont des dynamiques. Ils sont beaucoup plus rapides. Mais ils ont aussi beaucoup de défauts par rapport aux statiques. Et vous avez également maintenant, alors, ceux-là, on va les classer dans les monofréquences. Et puis maintenant, vous avez, j'écris comme un cochon, des multifréquences. L'avantage des appareils multifréquences, c'est qu'ils vont analyser la cible avec différentes fréquences. C'est-à-dire que l'appareil va envoyer différentes fréquences dans le sol et suivant la réponse, il va mettre ça en mémoire, il va envoyer une autre fréquence différente, il va mettre le résultat en mémoire, grosso modo, et ainsi de suite. Et suivant le nombre de fréquences qu'il va envoyer, il aura de plus en plus de renseignements sur la cible. Ça va être interprété par l'électronique et ça va vous donner un maximum de renseignements sur la cible. Ça a aussi d'autres avantages. Ça a aussi l'avantage de mieux percer les terrains difficiles et de ne pas sélectionner la taille des cibles. Très important, et nous le verrons par la suite. Donc grosso modo, voilà ce que nous avons aujourd'hui sur le marché. À savoir que généralement, l'induction pulsée, c'est des appareils qui sont des appareils tout métaux, donc vous sonnez tout, même la moindre agrafe. Ils ont l'avantage d'être performants et de percer n'importe quel sol, même très minéralisé. Inconvénient, ils vont tout sonner. Et vous ne pouvez pas imaginer avec une induction pulsée performant, on prend des cibles à plus d'1 mètre, des grosses bien sûr, mais on prend aussi un poil de guirlande sur le sable de la plage, parce que ça m'est arrivé, des guirlandes de Noël, là, vous savez, les petits poils aluminisés, ça vous le prend. Ça vous prend une toute petite agrafe d'agrafeuse, une seule. Alors pas profond, bien sûr, mais ça vous la sonne, comme une cible profonde. Donc vous faites des multiples trous. Ce sont des appareils qui sont à utiliser dans les endroits le plus propres possible, généralement les plages, à la recherche de tout. Alors on fait énormément de trous, mais on sort tout par contre. Et il y a des plages où on ne peut même pas prospecter avec ce genre d'appareil, ou alors il faut des appareils très peu puissants, parce que autrement, il y a des plages où vous avez des sons en continu de partout. Et quand vous avez des sons très longs, qui s'étirent et tout, c'est que vous êtes sur des cibles très profondes. Ça m'est arrivé d'aller prospecter une plage où à côté il y avait eu un chemin de fer qui avait été détruit après la guerre, par explosif. Je trouvais des morceaux de rails de chemin de fer à plus d'1 mètre de profondeur, enfin des trucs de folie, c'était increusable. Alors qu'avec un appareil traditionnel, un VLF en multifréquence, en tout métaux, je n'avais aucun son. Aucun. En tout métaux, aucun son. Mais le pays, lui, il y allait en profondeur. Il allait tout me chercher. Et c'était absolument improspectable. Ces appareils-là, ils sont utilisés principalement pour la recherche d'or natif. Minelab est un des pionniers dans le domaine, puisque Minelab est une marque australienne, et que, en Australie, ils ont beaucoup d'or natif, et ils ont développé des technologies d'induction pulsée, même avec discrimination maintenant. Bon, ces appareils qui valent très très cher, je parle du GPX 5000, 6000, 7000 et compagnie. Mais bon, l'avantage c'est que ils ont tellement à trouver là-bas qu'ils arrivent à amortir bien sûr les appareils sans problème. Tous ceux qui se sont essayés avec des pays de chez Minelab sur la Terre chez nous, c'est pas la peine, hein. C'est une catastrophe, on ne fait que creuser. Il vaudrait mieux prendre une pelle et un tamis et ça irait aussi vite, hein. Donc ça, on va pas beaucoup en parler.
je vous expliquerai quand même le fonctionnement. On va surtout parler des VLF statiques. On va pas beaucoup en parler, mais les avantages, je vais vous les donner. Les monofréquences, c'est la grande majorité des appareils. Et puis maintenant arrivent sur le marché les multifréquences. Pourquoi? Parce que les multifréquences, c'est Minelab qui les a mis au point avec le système BBS. Et c'était breveté. Le problème, c'est que le brevet devait coûter très cher et qu'aucune autre marque s'est lancée, ou très peu, se sont lancés dans le multifréquence. Apparemment, depuis peu de temps, le brevet est tombé à l'eau ou alors il vaut 3 fois rien. Donc vous avez d'autres marques qui se sont lancées comme XP, la seule marque française que nous avons, et ils se sont lancés dans le multifréquence avec le Deus 2. Mais il faut savoir que depuis très longtemps, beaucoup de Minelab sont multifréquences. Pas tous, bien sûr. Vous avez aussi d'autres marques qui se sont lancées dedans. C'est-à-dire ces marques-là ont acheté le brevet. Je parle par exemple de Fischer avec son CZ20, qui est un appareil déjà vieux, qui était en bifréquence, appareil étanche plongé. Vous aviez White, d'ailleurs ils avaient un super ingénieur chez White, qui a fait des appareils bifréquences également. Je pense au Spectra V3, qui était un appareil multifréquence également. Qui étaient des appareils haut de gamme qui valaient cher, mais qui étaient vraiment innovants, on va dire. Voilà. On va parler maintenant du fonctionnement assez basique d'un détecteur. J'efface et je vous reprends. Comment fonctionne un détecteur de métaux? Vous avez, pour commencer, une alimentation, une batterie quelconque. Ça peut être des piles alcalines, ça peut être du lithium, du nickel-cadmium, du lithium-ion, du lipo, enfin ce que vous voulez. Généralement, entre 9 et 12 volts au niveau de l'alimentation. Ici, ça s'en va à un boîtier électronique. De ce boîtier électronique, ça s'en va toujours vers le disque. Et là, je vais mettre 4 fils. Allez, je vais même en mettre 5. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez un courant continu. Le boîtier, lui, il va transformer ce courant continu en courant alternatif. Déjà. Et il va envoyer ce courant alternatif, par l'intermédiaire de 2 fils, il va envoyer ça dans le disque. Ensuite, le fait d'envoyer un courant alternatif dans un bobinage, puisqu'à l'intérieur du disque, vous avez généralement 2 bobinages, sauf pour les inductions pulsées, qui généralement ne possèdent qu'un bobinage. Nous y reviendrons. Vous avez 2 bobinages. Alors, les formes des disques, double D, concentriques, les formes et tout ça, nous y viendrons après. Je vous explique juste le principe. Comme nous envoyons un courant alternatif dans une bobine, ça crée un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il va se créer aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la bobine, et ainsi de suite. Voilà les lignes de champ, grosso modo. Voilà, vous en avez aussi au bord, vous en avez comme ça, vous en avez comme ça, vous en avez comme ça. Vous vous apercevez que si vous passez une monnaie ici, juste au bord du disque, à côté, ça sonne. Ça veut dire que vous touchez des lignes de champ. Ok ?